Premier intervenant donc de ce matin, Bruno Dufay. Merci beaucoup de nous rejoindre. Vous êtes consultant en évolution professionnelle. Vous êtes membre du réseau Optique. Peut-être que vous pourrez nous en toucher quelques mots. Et vous êtes auteur d'un ouvrage que vous pouvez vous procurer, L'individualiste hyper connecté, individualisme et technologie conduisent-ils au totalitarisme, paru chez l'Harmattan, disponible au prix de 20 €. Et votre intervention portera sur la question l'environnement numérique, d'où vient-il, comment transforme-t-il la société? Et je vous laisse la parole. Donc, Optique Technologie, c'est un réseau dirigé par le frère Salobir, dominicain, qui cherche à faire du lobbying auprès des gouvernants, des chefs d'entreprise, les fameuses GAFA, les grandes entreprises du numérique, pour leur faire prendre un peu de recul par rapport à ce qu'ils font, pour leur faire comprendre un certain nombre de choses. Et donc, nous essayons d'émettre un message humaniste, enfin je reprends ce qui a été dit, mais on essaye dans l'espace, dans la sphère publique et auprès de ces personnalités, de leur montrer qu'il faut prendre l'humain en considération. Voilà. Donc c'est un travail que nous faisons à plusieurs, et on intervient de cette manière dans des tas d'événements pour à chaque fois essayer d'émettre un message différent de celui qu'on peut lire et entendre sur les ondes et sur Internet. Voilà. Donc voilà pour Optique. Donc j'ai posé cette question, l'environnement numérique, d'où vient-il et comment transforme-t-il la société? Alors d'où vient-il? Évidemment, il ne s'agit pas de se pencher sur l'histoire en Californie, des gens dans leur garage qui ont commencé avec l'informatique, machin. Non, c'est pas ça. On s'en fiche. D'où vient-il? La question, la vraie question qui m'intéresse, c'est pourquoi a-t-il pris une telle place dans nos vies, dans nos sociétés, dans nos organisations aujourd'hui? Quand on regarde l'histoire des sciences, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'une nouvelle technologie se répand si rapidement et qu'elle impacte aussi fort toutes les dimensions de la vie. C'est la première fois, parce qu'on parle de l'imprimerie, on parle de la machine à vapeur. En fait, ça a mis des années. Là, l'impact est absolument faramineux dans toutes les dimensions de la vie. Il est absolument mondial. Et tout ça s'est fait en quelques années. Bon. Donc il y a un phénomène tout à fait exceptionnel devant nos yeux. J'ai voyagé récemment en Afrique, un des pays les plus pauvres du monde, le Malawi. Personne ne connaît en général quand je dis ça. Donc bon. Si vous voulez, au Malawi, les gens sont sur leur smartphone. Ils n'ont l'électricité qu'à peu près la moitié du temps, c'est-à-dire à peu près 10 heures par jour maximum, mais tout le monde est sur son smartphone. Vous allez au Sri Lanka, où j'étais il n'y a pas très longtemps, avant les attentats, même chose, tout le monde est sur Internet, sur son smartphone, et il n'y a pas de téléphone, vous savez, le téléphone à l'ancienne, filaire, tout ça, ça n'existe pas. Ils sont passés directement à la nouvelle technologie. Ils ont bien eu raison. Qu'est-ce qu'ils se seraient embêtés à construire avec des fils, des pylônes, comme nous l'avions fait au début du siècle dernier. Donc voilà, phénomène mondial, phénomène absolument colossal à l'échelle de l'humanité. Et donc, pourquoi? Alors parfois, on entend, bah oui, mais les GAFA sont tellement puissantes avec leurs milliards de dollars, ils nous ont un truc, etc. Alors, moi, j'ai une vue tout à fait différente. Et c'est là où peut-être je vais vous surprendre. Le numérique n'a pas changé la société. Le numérique n'a pas changé nos vies. C'est nous
qui avons changé et qui avons fait le succès du numérique, qui lui-même ensuite a transformé l'individu. On va y venir. Donc, on est obligé, pour penser au numérique, on est obligé d'abord de réfléchir à l'évolution sociologique qui s'est produite dans les 30 dernières années. Voilà. Donc ça, c'est mon premier message. Quelle est l'évolution la plus frappante de ces 30 dernières années? C'est le mouvement individualiste. Donc, première partie de mon exposé, je vais vous parler de sociologie, d'individualisme. Deuxième partie, nous parlerons de la technologie numérique et de voir comment l'un l'autre fonctionnent ensemble. Et troisième partie, où ça nous mène? C'était la deuxième question, comment ça transforme la société, vers quoi on va? Bon, ça fait beaucoup de choses, donc on va brasser énormément de sujets. Bon, j'espère que je ne vous perdrai pas. Bon, on a tous pris un peu de café, donc ça devrait aller. Alors, donc, l'individualisme ne veut pas dire égoïsme. Donc ça, c'est déjà la première chose qu'il faut vraiment comprendre. Tous les sociologues du XXIe siècle nous disent individualisme n'est pas égal à égoïsme. Arrêtez de voir l'individualisme comme quelque chose de négatif, comme un défaut. Non, pas du tout. Si on pense ça, on part sur une mauvaise piste. Donc je vais utiliser ce mot plusieurs fois, toujours dans le sens sociologique, qui est de dire l'individualiste est celui qui veut exister par lui-même. C'est l'individu qui veut choisir sa vie. Alors, cette quête d'individualité, en soi, n'est pas une mauvaise chose. Je veux dire, on est plutôt content quand des gens nous disent moi, j'ai envie de réfléchir par moi-même et savoir ce que je dois faire, quelles sont mes opinions, comment je dois me comporter, choisir mon travail, etc. Donc, on est plutôt content quand on entend ça. Vous voyez, donc l'individualisme, c'est quelque chose de positif, dans le fond, puisque c'est cette volonté que l'individu a de choisir sa vie par lui-même. Alors, je ne suis pas sociologue, mais ce que je vais dire découle d'une lecture de pas mal de sociologues contemporains. Et donc, je vais essayer de vulgariser ça parce que, vous savez, comme sont les sociologues, c'est un peu comme les philosophes, ils utilisent un espèce de jargon, on ne comprend rien du tout, enfin, on a du mal parfois à suivre. Alors moi, je ne suis pas du tout sociologue professionnel et donc je traduirai avec des mots du langage courant. Ce phénomène sociologique majeur qui s'appelle l'individualisme, pour moi, c'est vraiment une surprise. On n'en parle presque pas. Nos politiques, nos chefs d'entreprise, tous les responsables, tous les gens en charge d'autres personnes, toute personne qui a des responsabilités sur un groupe doit absolument se pencher sur cette question, puisqu'elle est majeure. L'individu ne veut plus qu'on le considère comme simplement le fils de, le membre d'une communauté, le membre d'une entreprise. Il veut exister en tant que lui-même. Donc cette quête d'individualité, c'est une transformation complète de la société, puisque, pour le dire autrement, l'individu devient plus important que le collectif. Le mot sociologique collectif veut dire tout ce qui fait qu'on fait des choses ensemble, des associations, une communauté religieuse, une entreprise, une nation, tout ça sont des collectifs. Donc ça, c'est très très frappant de voir ce changement total. L'individu devient plus important, plus puissant que le collectif. Et ce mouvement date de quand, d'après vous? Alors ça c'est chaque fois j'entends beaucoup de réponses. D'après vous, ça c'est récent, c'est vieux? Alors bravo, quoi. Alors, effectivement, le grand tournant individualiste date des années 80. Mais il a commencé bien avant.
Les Grecs, vous avez parlé des Grecs. Les Grecs, en tout cas pour les citoyens, pour les gens, bon, hein, ce n'était pas pour tout le monde, hein, mais pour une certaine partie, cherchaient à penser par eux-mêmes. Et cet art du débat et de la réflexion philosophique, c'est le début d'une pensée personnelle. Mais comme c'était réservé à une toute petite élite, on ne va pas s'y attarder trop longtemps. Pour moi, le deuxième grand événement dans l'histoire de l'individualisme, c'est le Christ. C'est la première fois qu'on a un message sur la personne humaine qui a une valeur, je ne sais pas comment la qualifier, infinie, enfin divine, donc valeur. Chaque personne est unique et chaque personne a cette valeur. Ce n'était pas du tout le cas avant, et c'est toujours pas le cas dans certains pays. Hein. Quand vous allez en Chine, l'être humain n'a pas forcément la même valeur qu'en Occident. Donc pour moi, le Christ lance ou va dans le sens de ce mouvement qui est de dire chaque personne a le droit d'exister et chaque personne doit exister en elle-même à une valeur infinie. Et ça c'est un message absolument incroyable qui bouleverse tout le cours de l'histoire. Et ensuite, ben évidemment, ça se poursuit, la Renaissance, on casse un certain nombre de carcans féodaux, puis la Révolution française qui casse les carcans de la royauté, l'ancien régime, nouveau régime, bon voilà, les Lumières. Bon, je ne dis pas les choses dans le bon ordre, enfin peu importe, vous m'avez compris, les Lumières, mais c'est la pensée personnelle. Chacun doit accéder à une éducation qui lui permet de penser par lui-même. Et puis la révolution industrielle, il ne faut surtout pas l'oublier, elle est majeure. La révolution industrielle permet à chacun d'entreprendre. Et vous pouvez créer votre petite affaire, votre petite entreprise, votre imprimerie, on ne va pas vous l'enlever, c'est à vous. Et on donne aux personnes la possibilité de devenir des entrepreneurs. Majeur changement dans l'histoire de l'humain. Puis on arrive à mai 68, parce que souvent quand je pose cette question, beaucoup de gens répondent mai 68, c'est là qu'on se libère. Oui, alors mai 68, c'est un épisode, on se libère encore d'un certain nombre d'autres choses en mai 68. Puis les années 80. Alors pourquoi les sociologues sont tous... Alors là, pour une fois, ils sont tous d'accord. Les années 80, ça marque une accélération de l'histoire de l'individualisme. Pourquoi ? Eh bien, essentiellement parce que la consommation devient accessible à tout le monde, que les droits des uns et des autres sont reconnus, et donc que progressivement, l'individu devient l'entité la plus importante de toute la société. Et c'est essentiellement par l'hyperconsommation, par la consommation accessible à tous. À partir des années 80, les supermarchés sont tous répandus partout sur le territoire. On achète tout un tas de produits et on a un choix. Vous voyez, cette notion de choix, elle est centrale. L'hypermarché, enfin le supermarché, donne des choix absolument incroyables. On achète un paquet de café, il y en a 50. Et ça date des années 80, à des prix, on va dire, raisonnables. Que le café vienne de Colombie ou d'ailleurs, ou d'Équateur, tout ça à des prix raisonnables. Donc l'individu se dit, je choisis, et je choisis pour moi. Pourquoi autant faire passer mes propres goûts en avant. Vous voyez, donc tous ces phénomènes s'accélèrent, et à partir des années 80, c'est le grand boom de l'individualisme, et on trouve, vous savez, dans la littérature, cette notion de génération Y. Après la génération X, oui, la génération Y, ce sont des individualistes qui sont bons avec les technologies, hein. Mais j'essaye de vous dire que
ce qui est plus fondamental que les technologies, le numérique ou des tas d'autres choses, ou la puissance de la consommation, c'est le mouvement individualiste qui s'est accéléré et qui fait que tout un tas de choses vont se mettre à exister, dont le numérique. Une question intéressante, c'est de savoir est-ce que ce mouvement est occidental ou est-ce qu'il est mondial? Il y a plusieurs théories. Là, par contre, je suis honnête. Il y a plusieurs théories. Certaines personnes pensent qu'il est occidental, lié à la consommation, donc au développement économique. Et seuls les pays d'une certaine culture évolueront dans ce sens, et pas les autres. Par exemple, pas la Chine, pas le Japon, pas le monde musulman. Alors moi, je fais partie de l'autre école qui dit non, je pense que la nature humaine est partout la même. Et donc, ce mouvement que j'ai décrit, on pourrait dire que c'est un mouvement d'émancipation de l'individu par rapport à tout un tas de contraintes et d'héritages, eh bien, ce mouvement va se déployer partout dans le monde, d'après moi. Mais c'est un débat qu'on pourra avoir ensuite. Alors, donc, on se libère. On va prendre quelques exemples. J'ai parlé du café et de la consommation. Vous avez vu l'incroyable succès de Nespresso avec ses petites capsules? C'est le produit individualiste extraordinaire. Dans le temps, la famille, on avait un café. À la fin du déjeuner, on amenait la grosse cafetière de café, puis tout le monde buvait le café, puis voilà quoi. Aujourd'hui, chacun y va de sa capsule. Moi, j'aime le corset, moi, j'aime le ceci, moi, j'aime le cela. Moi, je prends le café après le déjeuner. Moi, je le prends plutôt 2 heures après parce que j'aime bien faire une petite sieste avant. Donc, chacun choisit. C'est sensationnel, c'est très agréable. Toute l'alimentation, toute la vie familiale est devenue une vie de choix. Je choisis de déjeuner, non, pas avec les autres. Vous voulez déjeuner à midi, très bien. Moi, c'est à 14h. Et alors, je vais prendre un truc dans le frigidaire. Je retourne dans ma chambre et puis je continue à pianoter sur mon ordinateur parce que j'ai du boulot. Donc, chacun choisit son régime alimentaire, la manière dont il veut s'alimenter. Et il n'y a plus du tout la structure famille qui donnait le cadre de l'alimentation. C'est juste un petit exemple. Dans l'entreprise, vous allez en parler, mais l'individualisme fait une entrée fracassante. Les harcèlements, les burn-out, tout un tas de choses sont, pour moi, issus de l'individualisme. Alors ça peut vous paraître un petit peu étrange. C'est parce que l'individualisme, ce n'est pas seulement la quête d'individualité et une certaine forme d'égocentrisme. Pas d'égoïsme, d'égocentrisme, mais c'est aussi une certaine sensibilité. Dès l'instant qu'on se préoccupe beaucoup de sa personne, j'allais dire petite personne, vous voyez là, c'est un peu péjoratif, dès l'instant qu'on s'intéresse à sa personne un peu plus qu'avant, eh bien, on a un peu peur pour soi. Les hypocondriaques sont une population en croissance énorme. On a tous peur. On est tous anxieux pour l'avenir, pour notre santé, pour nos enfants, pour un tas de choses. Et donc, on a une sensibilité aux choses, aux accidents de la vie, beaucoup plus importante qu'il y a quelques années. Moi, mes parents me disaient, mais vous me faites rigoler avec vos cellules psychologiques. Dès qu'il y a un truc quelque part, on fait une cellule psychologique. Vous croyez que pendant la guerre, on avait des cellules psychologiques, nous? On a besoin de cellules psychologiques. Les personnes ont besoin de psy, de coachs, des coachs de vie, des coachs familiaux, partout. Il y a un millier de professions qui se sont développées parce que l'individu est seul. Comme il s'est émancipé de ses héritages familiaux, religieux, politiques, professionnels, eh bien, il se construit tout seul. Génial.
bonne nouvelle. Mais c'est quand même un très lourd fardeau. On est seul face aux décisions, on est seul face aux choix qu'on doit faire. Et donc, on a besoin en permanence d'aller chercher. Comme on n'a plus les repères du passé, on cherche. Le professionnel est seul. Le citoyen qui va voter est seul. Celui qui doit choisir ses études est seul. C'est-à-dire, on a créé. Le mouvement individualiste a un mauvais côté qui est la solitude. Pas au sens qu'on est isolé, pas forcément. On peut être tout à fait en groupe, mais seul. Donc, l'individualiste du XXIe siècle, c'est quelqu'un qui se cherche, quête d'individualité, on dit en termes sociologiques. C'est quelqu'un qui est égocentré et c'est quelqu'un qui est sensible. C'est ce qui explique qu'on voit beaucoup de gens qui sont, en particulier les jeunes, qui vont faire une année de césure, qui vont faire de l'humanitaire. Parce que s'ils étaient si égoïstes que ça, vous voyez, ils n'iraient pas comme cela faire ces années d'humanitaire. Non, non, ils ne sont pas égoïstes, ils sont sensibles. Il y a une grande... on est concerné par les malheurs du monde. On est concerné par les malheurs des autres, parce qu'on n'a pas envie que ça nous arrive à nous. Et donc, on donne du temps. Et ça, c'est ce qui explique qu'on peut être individualiste et généreux. J'aimerais donner quelques exemples de l'individualisme dans deux espaces collectifs qui sont bien connus, l'école et la démocratie. L'individualisme à l'école, je ne sais pas s'il y a des enseignants dans la salle, ça se voit tous les jours, toutes les minutes. Les enfants, dès le CP ou même peut-être la maternelle, parlent à tout bout de champ, veulent être entendus, et chacun des enfants souhaite un peu que le monde tourne autour de lui. On l'élève comme un c'est-à-dire que les individualistes élèvent leur enfant comme un individualiste, et il va le devenir forcément. De toute façon, on est dans un mouvement, une dynamique sociologique, donc on ne peut pas y échapper, il ne faut pas rêver. Mais en tout cas, les parents individualistes créent des enfants individualistes. On parlait dans le temps de l'enfant roi, en disant, ça c'est pas bien. On disait aux parents, ça c'était au XXe siècle, je dis ça pour les jeunes. Non, mais aujourd'hui, l'enfant roi, c'est devenu la norme. Là où on commence à s'inquiéter, c'est quand on parle de l'enfant tyran. Vous avez entendu quelques psychologues qui commencent vraiment à s'inquiéter. On passe un cran. L'enfant tyran veut véritablement que le monde entier soit à son service. L'enfant roi voulait que le monde tourne autour de lui. Alors là, ça devient un petit peu plus grave parce que l'enfant tyran devient un ado difficile à gérer. Et alors, qu'est-ce qu'il devient quand il arrive en entreprise ? Eh bien, moi, j'ai envie de vivre en Bermuda avec des tongs, donc je vais travailler comme ça. Et comment ça se fait dans cette entreprise ? Il n'y a pas de baby-foot et de table de ping-pong. Ah ben, je ne viens pas chez vous, je ne rentre pas dans l'entreprise. Donc, si vous voulez, l'individu, par rapport à l'entreprise, par rapport à des collectifs, a ses exigences. À l'école, comme dans l'entreprise, on pose ses exigences, qui sont évidemment tournées sur ses besoins, plaisirs personnels. On individualise tout. Dans l'entreprise, on individualise les parcours, les salaires,
dans l'école, vous avez vu les réformes, elles vont dans ce sens. On veut individualiser. Le mot est utilisé tout le temps. On veut personnaliser, individualiser. Partout. Parce qu'on répond aux besoins, à l'attente des personnes. Alors, en démocratie maintenant. La démocratie souffre en ce moment. Je ne veux pas faire de politique aujourd'hui, hein, ce n'est pas le sujet, mais on voit bien que la démocratie souffre. Le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement individualiste. Chaque personne a un problème, un vrai problème. Hein, je ne nie pas du tout les souffrances des personnes. Chaque personne a un problème, mais chaque personne a son problème et souhaiterait que le président de la République traite le problème, le mien. Et ainsi, chacun amène son problème, et vous avez bien vu qu'il n'y avait pas de message d'ensemble. Dans le temps, vous vous souvenez, au XXe siècle, il y avait des syndicats qui réunissaient des personnes, qui agrégeaient des souffrances, et qui ensuite étaient représentatifs et pouvaient négocier au nom d'eux. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Les syndicats ont été complètement pris de vitesse. Et donc, ce sont des exigences individuelles qui se sont réunies. Je ne dirais pas agrégées, puisqu'il n'y avait pas un message. Il y avait X messages. Et là encore, le numérique n'y est pour rien du tout. Les réseaux sociaux, on dit souvent, les réseaux sociaux, ça permet... Oui, mais ça aide les Gilets jaunes à se retrouver tel jour, à telle heure, à tel endroit, ou à échanger des trucs et tout ça. Mais ce n'est pas les réseaux sociaux qui ont fabriqué le mouvement. Vous voyez, encore un autre exemple où c'est l'évolution sociologique qui fait le mouvement et les réseaux sociaux, donc le numérique, est une espèce d'amplification, de facilitation. Alors, ce qui est frappant avec la démocratie, c'est qu'on voit bien qu'aujourd'hui, elle souffre parce que, tout simplement, on ne croit plus à la loi de la majorité. Mais c'est très collectif, la loi de la majorité. Je veux dire, je n'ai pas voté pour vous, mais vous avez été élu. Ben maintenant, derrière, d'accord, je vous légitime, je vous considère comme le monsieur ou la dame qui me représente, même si je n'ai pas voté pour vous. C'était ça l'esprit collectif démocratique. Aujourd'hui, un élu veut construire des éoliennes en face de Montligeon. Les gens vont évidemment tout de suite essayer de faire capoter cette idée-là. Bon, ok, c'est tout à fait normal hein, qu'il y ait des mouvements pour, contre. Dans la démocratie, c'est comme ça. Je veux dire, la démocratie est quelque chose de sensationnel parce qu'elle accepte qu'on ne soit pas tous d'accord. C'est aussi sa plus grande fragilité, mais on est content. Il y a un mouvement anti-éolienne à Montligeon. Super. Ils vont faire du barouf. Bon, peut-être que les élus vont reconsidérer la chose, vont dire on va réfléchir, refaire une étude. Et puis on confirme, malgré tout, on fait le projet. Bon. Alors là, il y a deux positions. Le démocrate va dire c'est vraiment dur à avaler parce que j'en voulais pas. Mais finalement, bon, on va faire avec. Et puis vous avez les non-démocrates qui sont en général des gens qui peuvent être violents et qui vont, comme à Notre-Dame-des-Landes ou le barrage de Sivins ou dans beaucoup d'autres situations, vont dire, vous élus, mais de quel droit vous allez faire ce projet? Ce n'est pas parce que vous êtes élu, vous avez le droit de faire un projet qui me déplaît. Donc je vais lutter jusqu'aux extrémismes. Ça veut dire que ces gens, sans s'en rendre compte, ils aiment bien aller voter. Enfin, ceux qui votent. Hein. Vous avez vu que le taux de participation est quand même pas très élevé dans notre pays. Mais je dis que là, il y a une démocratie en péril à partir du moment où l'individualiste ne reconnaît plus la loi de la majorité, l'élection
de personnes qui doivent prendre des décisions pour la population. Vous connaissez l'Estonie? Oh, c'est un tout petit pays. Ils sont 1,3 million, je crois, d'habitants. Donc c'est vraiment un tout petit pays par rapport à la France. En Estonie, ils ont fait une révolution numérique très aboutie, puisque tout est numérique. Alors, pas seulement la déclaration d'impôt, hein, mais vous naissez, le jour où vous naissez, tac, on vous crée votre carte d'identité numérique. Tous vos dossiers numériques sont créés dans les allocs, les sécu, les machins, la retraite, tout se fait automatiquement à la naissance. Et tout ça est connecté. Ça veut dire que, par exemple, bon, j'ai perdu mon beau-père il n'y a pas très longtemps. Il a fallu faire au moins une dizaine de démarches pour annoncer le décès, envoyer le certificat. En Estonie, terminé. Vous dites, Monsieur X est décédé, tout se met à jour en un clin d'œil, tout étant connecté, tout étant numérique. C'est sensationnel. Les élections sont aussi numériques, c'est-à-dire vous pouvez voter sur votre portable pour l'élection présidentielle ou les députés, etc. De chez soi. Super. Vous avez accès à tous les projets de loi, à tous les programmes en 3 clics. Génial. Et qu'est-ce qu'on constate en Estonie? Que la participation ne s'est pas améliorée. Vous voyez bien, le numérique ne fait rien à l'affaire. Si les gens ne sont pas, plus exactement, intéressés par la chose publique, par la démocratie, par l'évolution de leur pays, par les lois, par la politique, eh bien, ils ne votent pas, numérique ou pas numérique. Vous voyez, on se trompe en permanence en accusant le numérique de tous les maux ou au contraire en faisant croire qu'il va régler tous nos problèmes. Erreur. Et l'Estonie en est un vrai exemple. Hein. Bien. Alors, j'avance un petit peu parce que je crois que vous avez bien compris où je voulais en venir. L'individualisme est le mouvement de fond qui a fait le succès des technologies numériques. Et ce n'est pas le numérique qui a transformé la société et les individus. En revanche, il existe une boucle, c'est-à-dire qu'une fois que le numérique s'installe, alors il vient par une boucle agir sur l'individu. Et donc, il se crée une spirale. Individualisme entraîne technologie numérique, on les a voulu, on les a eues, qui elles-mêmes viennent transformer l'individu et la société. Bon, je ne sais pas ce que vous allez me dire tout à l'heure. C'est un peu surprenant, mais ça explique beaucoup de choses et beaucoup d'erreurs que nous sommes en train de faire. Par exemple, quand on traite le mouvement des Gilets jaunes, en essayant de colmater les brèches, on ne voit pas le problème de fond, le problème en arrière-plan. Et c'est tout le temps comme ça. Dans l'entreprise, on dit aux gens, bon, allez, on fait une journée sans email. Ou on dit aux gens, le droit à la déconnexion. Vous avez vu, c'est très intéressant ces choses-là. Mais si la personne est complètement addicte parce qu'il s'est centré là-dessus, eh bien, que ce soit des emails professionnels ou personnels, il répond à longueur de journée. J'allais dire 24 heures sur 24. Pas tout à fait, mais enfin, peut-être 18 heures de temps, il répond. Parce que ça fait partie de sa vie. Et ce n'est pas en enlevant un peu les numériques ou en le mettant un peu plus ou en le transformant un peu qu'on va changer grand-chose. L'individu aime cette relation au smartphone, il aime être sur les réseaux sociaux, il a besoin des réseaux sociaux,
pour communiquer, donc c'est génial, hein, quand on fait une manifestation comme ça, on peut communiquer sur les réseaux sociaux, donc on va toucher pas mal de gens. On peut se retrouver tous à un même endroit, à un même lieu, à un moment. Les réseaux sociaux, c'est génial. On peut retrouver des amis qu'on n'avait pas vus depuis 25 ans, tout ça c'est génial. Mais les réseaux sociaux enferment les personnes dans ce que les sociologues appellent la bulle informationnelle. C'est toujours l'hyper-choix. C'est-à-dire que moi, je suis un sportif, j'aime le sport. Je peux regarder du sport à la télévision 24 heures sur 24. Il y a des chaînes thématiques. Alors on dit c'est génial les chaînes thématiques, chacun va trouver. Oui, mais chacun s'enferme dans son truc. Donc le sportif qui ne regarde que du sport, il va ensuite avoir ces groupes sur Facebook et ailleurs où on va parler que de sport. Il va suivre les entreprises de sport, il va tout. Voilà. Et progressivement, il construit sans s'en rendre compte une bulle autour de lui, la bulle informationnelle. Je ne parle plus qu'avec des gens qui sont d'accord avec moi. Et vous voyez, sur Internet, quand quelqu'un interagit pour dire qu'il n'est pas d'accord, mais il prend il se fait lyncher médiatiquement par Internet, il se fait lyncher, c'est-à-dire qu'on l'exclut. Donc les gens se renferment dans des petites bulles de ce type-là, en ne côtoyant que des gens par Internet, que des gens avec qui ils sont d'accord, en ne faisant que des choses qu'ils aiment, en abordant que des contenus avec lesquels ils sont a priori d'accord. Deuxième conséquence, c'est que individualisme plus technologie ont tendance non seulement à enfermer la personne dans sa bulle, mais à développer le côté narcissique de l'individu. Vous voyez, dans toutes les composantes de l'individualisme, il y en a plusieurs, je suis passé très vite, mais cet égocentrisme dont j'ai parlé peut se transformer en quelque chose de plus grave. C'est une sorte de narcissisme. Parce que, qu'est-ce que c'est que Facebook, si ce n'est l'outil pour se faire voir? On s'invente une personnalité numérique, on raconte ce qu'on veut sur nous-mêmes. Je peux très bien dire que je suis un mec sensationnel, qui fait ceci, qui fait cela, et tout ça est faux. Deuxième chose, vous avez vu la mode des selfies? Quand on arrive sur un lieu magnifique, j'arrive à Montligeon, les gens ils ne regardent pas Montligeon, ils cherchent l'angle pour pouvoir se faire un selfie avec Montligeon derrière. Mais ça, c'est très frappant. On a même inventé les perches, là, vous savez, pour pouvoir faire de meilleurs selfies. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est génial de communiquer avec tout le monde, de prendre des photos partout, d'échanger avec les réseaux sociaux, tout ça. Mais attention quand même, quoi. On a cette amplification des côtés narcissiques chez l'individu. Alors, qu'est-ce que ça amène, tout ça? Individualisme entraîne technologie, technologie entraîne individualisme, il y a une espèce de spirale qui s'est mise en route. Où est-ce que ça nous mène? Je passe à la deuxième question, si j'ai encore un tout petit peu de temps. Alors, donc, où est-ce que ça nous mène? D'abord, voyons l'individualisme tout seul. Vous vous souvenez de Tocqueville? On a tous lu ou entendu parler de Tocqueville. Tocqueville, au XIXe siècle, disait « l'individualisme, ça conduit au totalitarisme ». Alors, il a écrit des choses, mais d'une actualité absolument incroyable. Je veux dire, pour moi, c'est vraiment le penseur le plus, j'allais dire, qui a la vision sur la société d'aujourd'hui la meilleure.
Il disait, bon la phrase exacte, je ne me souviens plus, mais nous sommes prêts à sacrifier notre liberté pour l'égalité. Liberté, égalité, fraternité. En fait, Tocqueville dit, attendez, c'est égalité avant tout en France, le reste, très secondaire. Et moi j'ajoute, aujourd'hui on est prêt à sacrifier notre liberté pour la sécurité. On est très content quand on met des caméras numériques partout. Qui s'oppose aux caméras numériques partout? Pas beaucoup de monde, hein, franchement. On est prêt à sacrifier notre liberté et notre morale pour notre santé. Qui va s'opposer à l'intelligence artificielle qui permet de détecter en avance les maladies, qui permet de prévoir si vous êtes un candidat à telle ou telle maladie? On ne va pas s'opposer à ça. Personne ne s'oppose à ça. On est prêt à sacrifier notre liberté pour pouvoir s'amuser avec notre smartphone. La preuve, on donne toutes les données personnelles aux entreprises qui fabriquent des jeux. Pour accéder à tous les services gratuits, vous avez vu, il faut mettre ces données personnelles. Alors on a fabriqué une réglementation européenne qui est super. Fameux RGPD, hein, bon. RGDP, pardon. Mais bon, peu importe, le mouvement est lancé. Nous sacrifions tout un tas de choses. Et ça, c'est quand même grave. Donc, ça veut dire que, vous voyez, la bulle informationnelle qui rentrait les gens dans leur petit cocon, je vis comme un individualiste, je fais mon petit boulot, puis le soir, je vais boire une petite bière avec mes amis, puis peut-être on va faire un petit pique-nique ce week-end, quoi. Tout devient petit comme ça. En même temps, les réseaux sociaux qui nous enferment dans nos idées, eh bien, on arrive à une forme de passivité du citoyen. Et Tocqueville disait, eh bien voilà, c'est très facile. Une fois que tout le monde est passif, eh bien, le totalitarisme se met en place parce que je délègue à l'État le soin de s'occuper de tout. Totalitarisme ne veut pas dire dictature, hein, attention. Totalitarisme, c'est un État qui s'occupe de tout. Ne vous inquiétez pas. C'est très doux, hein. Aujourd'hui, on parle de servitude volontaire, on parle de totalitarisme doux. Mais c'est exactement ça. On vous dit, mais vous inquiétez pas, on s'en occupe. Un système va s'en occuper. Mes enfants ne savent plus si Lyon est au nord ou au sud de Paris. Je dis, bon, écoutez, c'est pas croyable. Mais oui, mais avec le GPS qui s'occupe de tout, il n'y a pas besoin de savoir si Montligeon est à l'ouest ou à l'est de Paris. Voyez. Donc, on s'occupe de tout. Le véhicule autonome va vous dire, mais monsieur, il est midi, je vous propose de s'arrêter dans tel restaurant. Mais pourquoi ce restaurant et pas un autre? Non, mais parce qu'on a choisi, on vous connaît très bien. Donc, nous avons ciblé le bon restaurant pour vous emmener là où vous serez content. L'assistant personnel, vous savez, maintenant les gens achètent des petits outils qu'on pose sur la table du salon, qui entend tout ce qui se passe, et lorsque on lui pose une question, il répond. Alors comme ça, on peut savoir quel temps il va faire demain, bon, ça c'est pratique. Hein. Donc vous voyez, il y a toujours des services extrêmement pratiques. Le GPS, quoi de plus pratique quand on est perdu? Savoir quel temps il va faire demain. Qu'est-ce qu'il y a au cinéma, à mon cinéma de quartier en ce moment? Paf, l'outil vous répond instantanément. Mais en même temps, il entend tout le reste. Et progressivement, on est en famille, avec des amis, on se pose une question. Ah, attendez, je vais demander à Google. Tac, 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 tac. Google a dit que... Donc, cette passivité que Tocqueville avait vue, qui est liée au mouvement individualiste, eh bien, on trouve une accentuation de ce phénomène avec le numérique.
Donc cette spirale individualisme-technologie peut nous conduire vers une société totalitaire. Non pas dictatoriale, avec des policiers partout, mais totalitaire au sens que ne pensez plus, on s'occupe de tout. Amusez-vous, nous, on fait le reste. Voilà. Surtout, ne vous occupez pas des choses publiques. Et ça arrange bien l'individualiste, puisque lui, ce qui l'intéresse, c'est d'abord quand même à son plaisir. Donc les grandes considérations politiques et tout, oh là, ça me fatigue et tout, les gens ne votent plus. Vous voyez ? Hannah Arendt a dit la même chose par rapport à ces phénomènes de masse qui ne pensent plus et qui se désintéressent de la politique. Voilà, donc je vais conclure. Bon, je vous avais prévenu qu'on allait balayer beaucoup de choses, mais la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce risque totalitaire étant assez sérieux aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, c'est un très très vaste sujet, mais qui va rejoindre votre introduction. Finalement, pour le faire très court, le numérique développe l'horizontalité. On se disperse, on fragmente les connaissances, les informations, tout. Donc, on pousse la personne à l'horizontalité. Sans repère lié à ses héritages culturels, religieux, politiques ou autres, l'individu devient bien seul et complètement dispersé. Alors, je crois qu'en fait, il faut peut-être essayer justement de se recentrer sur une verticalité. Et en fait, là encore, Tocqueville l'avait dit, en disant « Le seul rempart contre les risques totalitaires, c'est la spiritualité ». Je vous remercie de votre attention.